Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, soyez les bienvenus dans l'émission Comme toujours. Comme toujours, c'est une émission consacrée au patrimoine vivant, au savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, oyez papilles et mamies, oyez grands et petits gastronomes en culotte courte. Aujourd'hui, on parle chocolat, waouh, avec Mélanie Polo, chocolaterie à Notre-Dame-de-Mont. C'est comme dirait Olivia Ruiz, notre femme chocolat. Tout juste sorti de la cuisine de Jupiter, notre invité est tombé dans la marmite, ou plutôt dans le bol de cacao. Très jeune, très vite, les fées, pralines, nougatines, cabosses et papillotes se sont penchés sur son berceau et lui ont prédit un bel avenir. Cap le voyage, direction 20 degrés nord, 20 degrés sud, et là, sur le littoral vendéen, mer d'huile, chaud cacao, la manufacture vous attire en race compagne, les côtes offertes, elle vous prend dans ses bras de mer, vous murmure à voile basse ses secrets, vous dévoile ses formes, ses tablettes, 18 tablettes. Venez vous régaler de petits embruns, de petits salés sucrés, des rouleaux de printemps, allez savoir où le chocolatière. Et en guise de dessert, pourquoi pas des rochers, des îles flottantes, des fjords ou des baies. Les petits choux font les grandes profiteroles. Allez, chers marins, petits mousse au chocolat en ces périodes de fin d'année. Mais maintenant, c'est une nouvelle année, mais prenez votre bâton de réglisse, découvrez la puissance aromatique du chocolat, travaillez en bean to bar, embarquez, prenez le cap, lâchez pas la barre chocolatée, la bean to bar, cap sur le cœur et vogue le bonheur. Quelle est l'histoire de cette chocolaterie? Comment devient-on chocolatière? Et puis, que propose la chocolaterie, la manufacture 20 degrés nord, 20 degrés sud? Eh bien, autant de questions que Mélanie Polo, notre invitée, va nous répondre. Voilà, Mélanie, bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Soyez la bienvenue. Permettez-moi de vous présenter, avant de commencer l'émission, nos deux friandises, nos deux barres chocolatées, nos deux Jean-Pierre. Bonjour les Jean-Pierre. Bonjour Jérôme. Ça va bien? Très bien, oui, très bien. Bon. Très bien, on ne peut pas aller naïf. Alors au menu, pas de chocolat? Pas de chocolat, mais le mariage du fromage et du chocolat est tout à fait conseillé à découvrir. Ouais. Voilà, c'est des chèvres de Vendée. D'accord. Chèvres d'Esnay, de Saint-Pierre-du-Chemin. Très bien. Produit 100% vendéen et à déguster sans modération. Très bien. Au gré des envies. Ça peut se marier avec le chocolat? Ah, complètement, bien sûr. Bon. Bien sûr. Il faut doser l'équilibre entre le fromage et le chocolat. Très bien, on verra ça dans un instant. Surtout le chèvre. Oui, surtout le chèvre frais. Voilà, surtout le chèvre frais. frais. Oui. Et puis un gourmand, un autre Jean-Pierre Bertrand. Oui, j'apprécie le chocolat. Oui, vous aimez le chocolat. Oui, justement, c'est quand même un produit qui est récemment rentré dans les habitudes. C'est pas très vieux. Les dames, l'une d'elles parlera de la première fois où elle a mangé du chocolat. C'est quand même vers les années 30, donc c'est pas vieux, quoi. Donc voilà. Très bien, on écoute ça dans un instant. Mélanie Polo, je disais que vous étiez tombée dans la marmite de chocolat, mais en fait, ceci n'est que pure invention, j'en sais rien. Comment ça vous est arrivé? Alors en fait, justement, je suis tombée très tardivement dans la marmite de chocolat. Ouais. Le chocolat, c'était pas quelque chose que j'affectionnais particulièrement. Alors tout le monde était un petit peu surpris lorsque je le dis. J'aimais pas le chocolat. Je le trouvais gras, je le trouvais sucré et surtout je le trouvais ennuyeux. Toujours le même goût et très peu vertueux. Et il y a quelques années, sur un séjour à Paris, il y a 4-5 ans, je suis allée au Salon du Chocolat pour la première fois, porte de Versailles. Et c'était la première année où il y avait un village bean to bar. C'était l'une des premières années où ça se passait au Salon du Chocolat. Très nouveau, ça faisait qu'une année ou deux que ça existait, les premières chocolateries bean to bar en France. Et j'ai goûté, en fait, pour la première fois du chocolat ce jour-là. C'est-à-dire que lorsque je dis que j'ai goûté pour la première fois du chocolat, j'ai goûté un chocolat qui était fait à partir de fèves de cacao avec 2 profils aromatiques différents, pas gras, où il se passait quelque chose et qui parlait et qui racontait une histoire. C'est ce qu'on appelle, parce que vous avez évoqué le terme bean to bar, c'est quoi exactement?
Alors en fait, ça vient d'où? C'est pas maraîchin comme expression. Non, c'est pas maraîchin. On pourrait peut-être le faire avec l'accent maraîchin, mais je suis pas sûre de ce que ça donne. En fait, le bean to bar, c'est littéralement en fait fabriquer du chocolat à partir de la fève de cacao. Bean to the bar, de la fève à la tablette. C'est un mouvement qui est né aux États-Unis dans les années 2000-2005 pour répondre à la standardisation et l'industrialisation du goût du chocolat, puisque au siècle dernier, on a beaucoup industrialisé le chocolat et il en a perdu un peu de saveur. Et donc, beaucoup de nouveaux fabricants de chocolat se sont installés aux États-Unis notamment, allaient travailler, donc récupérer des cacaos dans différentes plantations. Et on s'est rendu compte que chaque terroir de cacao avait un profil aromatique qui était différent. Surtout lorsqu'on travaillait des cacaos qu'on dit de spécialité, on est au-delà des cacaos fins. Lorsqu'on travaillait des cacaos de spécialité, on avait quelque chose d'incroyable qui se passait en bouche, tous très différents, parce qu'on ne rajoutait rien d'autre que du sucre. Pas de lécithine de soja, pas de matière grasse. Malheureusement, on ne l'apprend pas encore à l'école, mais on peut faire du chocolat autrement. On peut fabriquer du chocolat qu'avec du cacao et du sucre. Et donc, depuis 5-6 ans, en fait, quelques chocolateries se sont montées en France. Et aujourd'hui, nous sommes une vingtaine. Une vingtaine, dont celle de Notre-Dame-de-Mont. Oui, exactement. En fait, on doit avoir 3000 chocolateries en France, à peu près. Dans les 3000, il doit y avoir 200 chocolatiers qui fabriquent du chocolat, parce qu'à un moment, c'est plus intéressant aussi. Et dans ces 200, on n'est qu'une vingtaine, en fait, à travailler selon la philosophie Bean to Bar. Donc, ce n'est pas que travailler le chocolat à partir de la fève de cacao. C'est pas que rien rajouter, mis à part du sucre, mais c'est aussi de travailler en toute transparence pour l'ensemble de la filière cacao. C'est-à-dire une traçabilité, vous maîtrisez, vous savez qui sont les producteurs. Exactement. En fait, même s'ils sont regroupés en coopérative, on sait qui sont nos producteurs, où est-ce que le cacao a été produit, où est-ce qu'il a été fermenté, où est-ce qu'il a été séché, par qui il a été transporté, on évite les intermédiaires. Et surtout, lorsqu'on paye le cacao, donc le cours de la bourse est environ à $2000 la tonne, nous on l'achète entre 8 et 15 000 euros la tonne, pour permettre justement une juste rémunération des planteurs et des coopératives et éviter le travail des enfants et la déforestation. Peut-être votre rapport au chocolat était peut-être aussi teinté de cette vision-là, du travail pour enfants aussi, des travails des enfants, pardon. Alors il y a ça, bien sûr, mais il y a aussi l'hybridation massive en fait des cacaoyers pour fournir des gros rendements, notamment en Afrique de l'Ouest et un peu partout aussi en Équateur. Et aujourd'hui, notre travail en tant que chocolatier Bean to Bar, et quand je dis notre travail, c'est à la manufacture, mais tous les autres chocolatiers Bean to Bar, c'est vraiment d'éduquer en fait les palais et d'expliquer en fait aux consommateurs qu'il existe autre chose que du gras et du sucre dans la bouche. C'est ça. Et que ça raconte une histoire. Mais on est sur un chocolat haut de gamme alors. Oui, alors comme je vous expliquais, effectivement, on n'achète pas nos cacaos au même prix que des industriels, bien sûr. On le fabrique complètement à la manufacture, donc c'est-à-dire qu'on va récupérer les fèves de cacao, on va les trier, on va les torréfier nous-mêmes avec une torréfaction très douce pour éviter justement d'avoir un côté brûlé et donc amer. Donc même nos chocolats à 75, 76, 77% ne sont pas amers parce qu'ils ne sont pas brûlés. On va les casser, les concasser, les broyer, les faire maturer plusieurs semaines. Donc effectivement, ça prend du temps de faire du chocolat. Et finalement, lorsqu'on imagine qu'on achète entre 8 et 15 000 euros donc la tonne de cacao, finalement, est-ce qu'une tablette de chocolat à 7 euros est si chère par rapport à une tablette de chocolat à 2,50 euros qui est payée à $2 le kilo? Donc, voilà. Ça veut dire que, alors pourquoi ce nom 20 degrés nord et 20 degrés sud? En fait, lorsque nous avons créé la marque, il était important pour nous que l'histoire des planteurs et des planteurs qui sont regroupés en coopérative puisse être littéralement mise en avant. C'est pour ça que sur le site aussi internet, on retrouve toutes les fiches producteurs, que ce soit pour le cacao, mais même aussi des fruits secs qu'on va sélectionner en France, parce que 20 degrés nord, 20 degrés sud, ce sont les latitudes où pousse le cacao. Donc à travers ça, c'est aussi s'interroger où pousse le cacao. Ça pousse pas dans les bureaux d'industriels, et donc s'intéresser en fait à la matière première. Et voilà, c'était notre petit clin d'œil. Mélanie Polo, chocolatière, mais voyageuse alors? Oui, alors on parle de 20 degrés nord, 20 degrés sud, donc là on parle dans les latitudes, mais après il faut voyager d'ouest en est, donc de Cubali au Nicaragua en passant par Madagascar, l'Inde, pour aller jusqu'aux Philippines, donc avec des dernières nouveautés, donc c'est le chocolat qui vient de Paquibato, donc là ça c'est le nom de la coopérative, sur l'île de Mindanao,
aux Philippines. D'ailleurs, vous pouvez le déguster, je vous ai mis un petit carré à chacun. Donc c'est le chocolat qui est à votre gauche. C'est sûr. Attention. Alors comment est-ce qu'on goûte du chocolat ? Mais je parie que Jean-Pierre Bertrand, il l'a déjà mangé, parce qu'on l'a mis en début d'émission. Ah, pardon. C'est bien. Et puis pour démarrer l'année, c'est bien. Et j'en profite pour souhaiter une très bonne année. J'ai omis de vous souhaiter une belle année en ce début, mais je trouve qu'il n'y a pas mieux pour une bonne année. Hein. Bonne année. Et alors justement, on va essayer de découvrir comment est-ce qu'on goûte le chocolat, parce que ce n'est pas un produit un petit peu classique, donc il faut goûter. Alors n'hésitez pas à le sentir. Croquez déjà un premier morceau. Et faites-le croquer sous votre dent parce que vous allez vous rendre compte que la texture est complètement différente. Et ensuite, tapissez-le sur le palais et grumez-le ou respirez-le comme on pourrait respirer un vin. Donc là, un paquet-bateau, on est sur un chocolat qui a des notes de fruits jaunes. On a aussi des notes de noix de cajou, un peu de noix du Périgord qui arrivent. Donc on est sur ce qu'on appelle des chocolats qui ont des notes fruitées. Fruitées aux fruits secs et fruitées de fruits jaunes. Je ne sais pas si vous arrivez à ressentir ça. Et n'hésitez pas à reprendre le deuxième morceau puisque... Comme pour le vin, il y a le premier nez et le deuxième nez du vin. Et comme pour le chocolat, il y a le premier goût et le deuxième goût du chocolat. On ne ressent pas les mêmes choses aux deux dégustations. Donc tout de suite, vous vous rendez compte qu'il est beaucoup moins gras. Je vais vous avouer, je ne suis pas très chocolat. Et je dois dire que... Alors, je ne me force pas, et je trouve ça très bon. Mais je n'aimais pas le chocolat avant, donc je comprends. Je comprends très bien. D'ailleurs, il y en a beaucoup à la manufacture qui viennent nous rencontrer, nous disent « Ouais, moi, j'aime pas le chocolat noir ». Mais ils n'aiment pas le côté amer, mais effectivement, nous, on n'a pas d'amertume dans notre chocolat. Et là, il n'y a pas du tout d'amertume. Et pourtant, c'est un chocolat à 76%. C'est hallucinant. Et puis, il n'est pas trop sucré, et il est vraiment parfait. Hein, il est long en bouche, normalement. Ah oui, il est très, très bon. Donc voilà, et puis donc là on est sur une coopérative qui travaille qui est sur l'île de Mindanao aux Philippines. Et puis vous avez un deuxième carré de chocolat. Donc là on est sur un autre mode de travail donc du cacao. Là on est dans une plantation, la plantation d'Arish dans le Tamil Nadu, dans le sud de l'Inde. On est sur un... Donc vous saviez qu'il y avait du cacao en Inde déjà ? Non, je ne savais pas. Ouais, c'est que depuis très récemment, hein, c'est en 1948. Déjà, c'est l'homme qui a ramené tous les cacaos donc en Afrique ou en Asie. C'est l'homme qui a ramené donc des cacaoyers, donc des Anglais, sous la domination anglaise, en 1948. Et Arish a récupéré donc une plantation que son grand-père avait plantée. Et aujourd'hui, il a 10 000 cacaoyers qui font un chocolat qui a des notes plutôt épicées là. Oui, on sent un peu plus les épices. C'est complètement différent. Et toujours qu'avec du cacao et sucre. Donc la différence, en fait, c'est le terroir. C'est ça. Incroyable. Voilà. C'est un beau voyage. On voyage avec le chocolat. On vous invitera de temps en temps. Ça me va. Hein. C'est ça. Alors, sans transition aucune, on va passer du chocolat au fromage avec Jean-Pierre Pouvreau. Mais voilà un mariage intéressant. À part la noce paraffine, le mariage entre le chèvre et le chocolat, voilà des choses à découvrir. Là aussi, on poursuit. Et en plus, ces chocolats, vos chocolats ne sont pas sucrés, ils sont vraiment équilibrés en bouche. Et le salé sucré avec le fromage, on met du miel, souvent sur les salades de chèvre et des petits crottins de Vendée. Là, il y en a de Saint-Pierre-du-Chemin et puis d'Esnay. Et donc, on peut très bien marier, mesdames, ces petits crottins qu'on a mis à conserver dans l'huile, avec des huiles parfumées, des huiles pimentées. Et puis, on peut les déguster donc avec... on les passe au four, on fait une petite salade avec de la roquette, avec on peut mettre des endives, on peut mettre les salades variées à l'infini. Vous rajoutez un petit peu de croton, le pain rassis qu'on a gardé, le pain au levain à rassis, on le coupe en petites... on en fait des petits morceaux de pain, on met un peu d'huile d'olive, on les fait gratiner au four. Et donc la salade, ce pain-là qui est gratiné, un petit peu de lardon si on veut, et on met éventuellement un crottin ou un chèvre frais. Après, le crottin, il faut le passer au four pour le rendre un petit peu plus souple. Ouais, plus moelleux. Plus moelleux. Et puis après, au gré de vos envies, il faut goûter les différents chocolats avec les différents fromages et équilibrer le goût en bouche. Alors autrement, moi je pensais à une recette que je fais, c'est émietter des petits bouts de chocolat sur du pain du beurre, voilà. Et donc le mélange, il est déjà fait. En mettant plus ou moins de chocolat avec le pain rassis et le beurre. Et puis on peut le déguster avec ces chèvres-là frais.
Voilà. Dans les miels qu'on peut rajouter, évidemment, on peut faire du miel d'acacia, du miel de colza. Il y a une multitude de variétés de miel qui peuvent également enrichir votre salade, qui peut très bien se faire le jour de Noël, le lendemain, par exemple. Voilà une petite salade de chèvre qui serait plaisante à souhait et puis qui permet de redémarrer un petit peu, de continuer les fêtes du bon pied. Ben c'est ça, tant qu'à faire. Vous mettez éventuellement des lardons, on peut mettre également des pinons de pain ou alors des noix, saison des noix ou des noisettes. Ah, et du cacao. Du gruet de cacao directement. Ah oui, du gruet de cacao. C'est un fruit sec, le cacao, à la base. Donc on peut très bien... c'est ni sucré ni salé. Donc, génial. Voilà le mariage parfait pour les Noël et les lendemains de Noël. C'est très bien. Voilà. Il faut quand même attendre près d'un an pour en... Non, mais vous pouvez faire Noël au mois de juillet. Non, mais on peut le manger. Il n'y a pas de saison. Il n'y a pas de saison, voilà. Jérôme a dit, il n'y a pas de saison. Non. Vous agrémentez ce mariage-là toute l'année. Attendre un an, ça va faire beaucoup. Non, il ne faut pas attendre. C'est une découverte là, de fin d'année. Si vous n'avez pas essayé, dégustez, et puis après, vous deviendrez adepte. Et ben voilà. C'est pour les gourmands. Merci beaucoup Jean-Pierre. Merci. Jean-Pierre Bertrand parlait de saison, mais c'est vrai qu'on associe souvent le chocolat à Pâques et puis les fêtes de fin d'année, mais c'est toute l'année. Oui, le chocolat, c'est toute l'année. Après, on peut le manger de différentes formes. Alors, effectivement, la partie Noël est une très grosse période. Je ne vais pas vous mentir, entre les coffrets d'entreprise, les ventes, les cadeaux, le site internet a un petit peu explosé sans cette fin d'année. Tant mieux, c'est chouette. Pâques, c'est la deuxième grosse période. Mais bien sûr, une tablette de chocolat se consomme toute la journée. Il n'y a pas de moment pour manger du chocolat. On peut en manger, j'ai entendu, le matin pour certains. Mais ça peut être... Comme en fait... Tous nos chocolats ont des notes aromatiques différentes. Oui. Du coup, ça dépend quelle est notre humeur du moment. Exactement. Donc, il n'y a pas de moment pour manger du chocolat. 20 degrés nord, 20 degrés sud, on peut retrouver combien de tablettes? Quelles sont vos propositions? Alors, bien sûr, notre produit phare, ce sont les tablettes de chocolat, comme je vous expliquais, donc avec des terroirs de cacao différents, donc de l'ouest à l'est. Là, cette année, donc, nous allons sortir un coffret de Chuao du Venezuela, donc on aura une nouvelle origine, mais pour l'instant, on a 18 tablettes de chocolat, bientôt 19. D'accord. Voilà, toutes déclinées en fait en noir et noir au lait. Donc c'est toujours une tablette de chocolat noir, mais avec 5% de lait. Ça lui donne une petite différence. Et bien sûr, on retrouve de la confiserie. Donc nous faisons nous-mêmes tous nos pralinés à partir de fruits secs que nous avons sélectionnés. Comme par exemple, on travaille avec les noisettes de chez Mathieu Martinet dans le Lot-et-Garonne, des amandes de Provence chez Hervé Lezier, pas des amandes qui n'ont pas de goût, qui arrivent de outre-Atlantique. On fait ce qu'on appelle des pâtes à déguster, donc ce sont un juste milieu en fait entre une tablette de chocolat et une pâte à tartiner. C'est à manger à la petite cuillère. Et là, on les a déclinés, on a sorti des coffrets. On fait des truffes, on fait des florentins. Oh non, je t'ai plus. Ça va. On est une véritable petite usine artisanale. Ça donne envie. Voilà. J'imagine, soucieux de la traçabilité, de la provenance, ça va aussi jusqu'à l'emballage? Oui, tout à fait. En fait, il faut avoir un emballage qui puisse continuer en fait sur notre même éthique. Donc toutes nos tablettes sont d'abord enveloppées dans ce qui pourrait ressembler à un plastique transparent mais qui n'en est pas, c'est de la cellulose, c'est-à-dire que c'est compostable, vous pouvez directement mettre dans le compost, dans votre lave-vaisselle, ça va fondre. Ensuite, notre étui tablette est fabriqué en Bretagne, fabrication française. C'est très important aussi pour nous. On nous a proposé moins cher des packaging français, mais en tant que manufacture française, c'était important pour nous que ça soit le plus proche possible. Et les étiquettes aussi sont locales. Et tout est travaillé, donc étiqueté à la manufacture ou dans un ESAT qui permet aussi de faire travailler le plus grand. Hors micro, vous m'expliquiez, vous me décodiez tout à l'heure l'étiquette. On retrouve le pays? Exactement. Donc, par exemple, vous avez goûté du chocolat qui vient de Paquibato, donc de la coopérative de Paquibato, comme on pourrait dire un Pauillac. Ensuite, sur l'île de Mindanao, comme on pourrait dire un Bordeaux. Et Philippines, comme on pourrait dire France. Pour nous dire qu'on fait du chocolat péruvien,
malgache, ça serait résumé à un vin français. Le vin français est tellement autre chose, tellement divers, et les notes aromatiques sont différentes. Même sur une coopérative, d'ailleurs selon la sélection des cacaos, sur le même endroit, on peut avoir des chocolats différents. Comme on peut avoir, par exemple, en Vendée, on a par exemple certains vignerons qui ont différents vins alors que ça vient du même endroit. Donc il n'y a pas que le terroir, il y a aussi toutes les variétés différentes de cacao, comme il y a les variétés différentes de vin. Vous parliez du vin, vous l'associez au chocolat. Il n'y a pas meilleure transition parce qu'il aime le chocolat, mais il aime aussi le vin. Et c'est Jean-Pierre Bertrand de Bouche à Oreille. Ouais, je mange. Vous aimez bien? Je dois en boire au moins un demi-verre par mois. Ah, d'accord. Ah oui. Par mois, ouais. Non, T'as perdu la vue. Oui. Non, mais... Alors, l'histoire du chocolat. Et vous avez des archives? On a des archives, comme d'habitude, des archives issues de l'oralité que nous allons cueillir auprès de nos terroirs vendéens, là aussi selon et puis les générations. Ah oui, aussi, ouais. Là, c'est deux témoignages. Le premier nous vient des Sables d'Olonne, le second le sera aussi, de Louisette Tessier qui se souvient que le chocolat, c'était d'abord quelque chose que l'on donnait aux 4 heures au goûter des enfants. Ah, voilà. Donc on va écouter Louisette Tessier. Place au goûter. J'ai mangé les premières crottes de chocolat, c'était Madame Collineau qui me les avait données. Je devais avoir, j'avais bien 8-9 ans. Je ne savais pas ce que c'était. Ah oui. Mais oui. Autrement du chocolat en tablette, vous en mangez? Un bâton qu'on descendait chercher à l'épicerie à côté chez Monsieur Rondard. C'était quand il y avait un bâton de chocolat, c'était la fête. Alors c'était du chocolat caramel. Alors Monsieur Rondard détaillait ça par bâton. Les bâtons étaient assez gros. Oui, il défaisait la tablette et puis on descendait chercher un bâton de chocolat. Alors on le coupait en deux avec mon frère, c'était le dessert. Mais si on avait du fromage, on n'avait pas de fruits, puis on n'avait pas de chocolat, hein. À 4 heures, bien souvent, quand on arrivait de l'école, c'était une grillée dans le four, avec un petit peu de beurre et puis un petit peu de sucre dessus. Vous voyez? Eh oui, la rareté du chocolat, la Moi, grillée. je pense que notre génération, on a mangé la tartine de pain de 4, Oui. bien beurrée. Et puis elle émettait La mère grattait du chocolat noir. du chocolat aussi, noir. hein, pareil, entre deux tranches de pain. Puis un tout petit à peu fait. sucré comme ça, vite fait. Voilà. C'était la pâte à tartiner C'était drôlement bon. de l'époque. Oui, bien au sûr. moins on s'en Il y souvient. avait un vrai C'est ça. goût. Il y avait un vrai goût. Alors, le deuxième témoignage, c'est Monsieur Pierre Beau, qui, même période, dans les années 30, découvre le chocolat. Ah, on écoute. S'il y en avait quand même, il y a du chocolat Meunier MME et Meunier MEU. Il y avait 2 Meuniers des fabricants de chocolat. Oui. Alors, je ne sais pas qui en était le meilleur. Mais souvent, il y en avait, parce qu'à 4 heures, madame ferait bien nous donner une réclamation. Alors, une tartine de pain, un petit peu de beurre dessus, pas trop. Et puis un bâton de chocolat, ça y est. C'était un goûter de 4 heures. Et on se contentait de ça. Et à Noël, il y avait du chocolat aussi. Ah, à Noël, j'avais, dans mon sabot, j'avais toujours du chocolat, oui. Mais j'avais toujours une orange. Oui, l'orange. Une orange et puis un petit sabot, avec un sabot en chocolat avec un petit Jésus dedans. Bon, c'est tout. Ça coûtait pas très cher. Mais ça faisait mon bonheur. Oui, parce que les autres enfants n'avaient pas plus, en fait. Je pense que c'était à peu près partout pareil. Hein. C'était un régime, encore bien heureux d'avoir ça. Il n'y en a qui n'avaient rien. Oui, c'était sans doute un peu partout pareil, comme il dit. Oui. Non, mais c'est vrai que le chocolat a été quand même un produit d'excellence avant la guerre et jusque dans les années 60, 70. Après, je trouve que ça s'est vulgarisé. En fait, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que jusqu'à la fin du siècle dernier, au début du siècle dernier, grâce à l'industrialisation, parce que c'était des petites manufactures, ça a permis de rendre accessible. On a tous vu un western où en fait on a le cow-boy qui donne une tablette de chocolat en fait à l'épicier parce qu'il en a jamais goûté, parce qu'au départ c'était un produit qui était excessivement cher. Donc grâce à l'industrialisation, ça a permis à ce que on puisse se l'offrir. Bon, après effectivement.
On a vu dans le reportage, merci Jean-Pierre pour la chronique, on a vu dans le reportage quelques images de maturation, de concassage, qui sont de la manufacture. Oui, tout à fait, oui. Ouais. On a vu le triage donc, du cacao, on a vu la torréfaction lorsque on va... Donc ça, c'est pareil, donc on fait une torréfaction qui est très douce. Au départ, on est vraiment sur une évacuation des acides acétiques. On est à une température qui est à 110 degrés, à moins de 110 degrés, alors que dans l'industrie, on est à 170. On parlait de tartine de pain, mais qu'est-ce qui se passe quand vous grillez votre tartine de pain 2 fois ? Elle est brûlée, elle est amère. Ouais. C'est ça qui donne l'amertume au chocolat. Donc nous, on n'en a pas. Après, on a vu donc, tout le concassage, donc, où on récupère l'intérieur de la fève qu'on appelle le gruet. On a vu le moment où donc, nos broyeurs en fait, broyaient le chocolat. On a vu le moment où on sortait le chocolat de notre machine et bien sûr le moment où on le bature et on en fait des tablettes. Et toutes ces étapes, vous ouvrez les portes parfois ? Oui, tout à fait. Donc 2 demi-journées par semaine, le jeudi après-midi et le samedi matin, nous ouvrons la manufacture au public. Nous faisons des ateliers de dégustation tous les 2e jeudis du mois et tous les 3e jeudis du mois, c'est atelier de dégustation chocolat-vin. Justement, avec des vins locaux. D'accord. Et puis, 2022 sera peut-être l'annonce de bonnes nouvelles avec des ouvertures de boutiques. C'est tout le bonheur qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mélanie. Et puis, meilleurs vœux à vous. Belle année pour... Meilleurs vœux à tous. Pour cette année. Meilleurs vœux également à toute l'équipe de TV Vendée. Et puis, merci de votre fidélité. Et puis, l'adresse est prise. Le rendez-vous est noté. Ça se passe du côté de Notre-Dame-de-Mont. La chocolaterie, 20 degrés nord, 20 degrés sud. Eh bien, portez-vous bien, puis on va se dire à Bétoute. À Bétoute. Eh bien, à Bétoute.